On va Merci. passer maintenant à la présentation de Maxime Bordeaux. Maxime, qui est analyste recherche et planification, ce qu'on appelait anciennement le BRI, qui est maintenant la direction du budget, de l'analyse et de la planification institutionnelle. Le nouveau petit nom, c'est le BAPI. Maxime va nous présenter les données institutionnelles que le BAPI est en mesure de produire pour les programmes sous agrément. Et le titre de sa présentation, c'est les données du BAPI et l'utilité pour les agréments. Donc, merci Maxime, et la parole est à toi. Bonjour à tous. Donc oui, le BAPI, en gros, pour ceux qui connaissaient le BRI auparavant, il y a une fusion entre le budget et le bureau de recherche institutionnel. Là, vous m'avez créé une forme de stress au niveau du partage d'écran. J'espère que ça va fonctionner de mon côté. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Oui, tout à Donc c'est un fait. fichier PDF que je me permets d'essayer de partager, qui va entraîner une C'est certaine gymnastique dans la mesure où j'espère que ça n'est pas écrit trop petit. Est-ce que éventuellement c'est- quelqu'un sera c'est en tout mesure? bon pour l'instant. C'est Si tout jamais bon? c'est trop petit pour mes yeux, je te fais signe, ça sera trop petit pour les yeux de tout le monde, je suis sûr. Ok, parfait. Bon, l'objectif de cette présentation, c'est de donc vous montrer un petit peu les données qui sont disponibles pour vous dans le cadre de vos agréments. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple de rapport. Moi, je produis des rapports pour le BPQ dans le cadre de l'évaluation des programmes. J'ai créé un modèle de rapport qui rassemble différentes données issues de différentes sources. Naturellement, je suis conscient que dans le cadre de l'agrément, toutes ces données ne sont pas forcément utiles et il est possible que vous ayez besoin d'autres données. Donc, il faut vraiment savoir que ce que je vais vous présenter maintenant, ce n'est pas exhaustif. Nous avons, par exemple, des données. En gros, le BAPI s'occupe un petit peu de tout ce qui est statistique. On fournit des statistiques aux décideurs à l'université. Donc, on a aussi des données, par exemple, de ressources humaines, etc., qui ne seront pas présentées dans le cadre de ce rapport, mais j'ai déjà tendance à être un petit peu bavard de mon côté, donc je pense que juste vous présenter ce rapport-là, ça sera déjà bien suffisant, mais sachez que je suis disponible si vous avez des besoins particuliers en termes de données. Pourquoi est-ce que je présente ce rapport-là? Parce que ce rapport-là, il nous permet une certaine rapidité dans l'exécution de ces données-là. C'est-à-dire que j'ai créé ce rapport-là et il est assez facile et assez rapide pour nous de sortir des données si c'est nécessaire. Par contre, une chose que je dois vous dire, c'est que ce modèle de rapport, il va probablement perdurer encore pendant probablement une année ou peut-être deux, mais nous sommes actuellement en train de travailler avec enfin, en tout cas, à établir un nouveau modèle de rapport avec un nouvel outil de présentation de données qui, cette fois-ci, sera probablement plus dynamique et plus souple. Donc, je vous présente quand même ce rapport-là parce que ça peut vous permettre de voir un petit peu quel type de données serait disponible pour vous d'une manière très rapide. Donc, je me suis permis donc de reprendre un rapport. J'ai par contre caché le nom du programme dans un souci de confidentialité. Donc, il sera, je pense, possible de distribuer ce rapport-là par la suite. Donc, on a un certain nombre de données qui sont présentées dans ce rapport-là. Il y a toujours des sources il y a des sources qui vont être différentes. On a des données au niveau de l'admission, donc on présente les nouveaux inscrits et les nouveaux candidats. On fonctionne toujours par programme. Il serait possible de fonctionner pour des groupes plus gros, mais je pense que dans le cadre des agréments, c'est ce qui serait pertinent. Donc, on a une série chronologique. Présentement, on le présente sur 6 ans, mais il serait possible pour nous de le présenter à d'autres échelles chronologiques. Pour ces données-là, moi, ce que je fais actuellement, puisqu'on va faire encore à l'avenir, je pense, c'est qu'on extrait toutes ces données-là à un moment de l'année. Et ensuite, on a donc une espèce moi, j'extrais plusieurs fichiers et ensuite, je lis tous ces fichiers, ce qui fait qu'une fois par an, donc, il y a une extraction qui nous permet de sortir toutes ces données-là avec une extraction qui va être globalement à la même période. Donc, on a toujours la date de l'extraction des données et ensuite la source. Donc, on présente, par exemple, donc, des données de l'admission, donc les nouveaux inscrits, les candidats. On est en mesure de créer certains indices. À titre d'exemple, le taux de conversion. Il y a plusieurs taux de conversion à l'Université de Montréal et ça, c'est un taux de conversion qu'on a créé qui est spécifique
au bureau de la promotion de la qualité, ou plutôt à l'évaluation des programmes, je devrais dire. Donc là, bon, pour ce taux-là, par exemple, on divise les nouvelles inscriptions par les offres d'admission. On a aussi des données donc, concernant nos étudiants. Donc, alors ça, ce sont les données qui sont liées à leur dossier, donc le sexe, la langue d'usage, le statut légal qui va être le statut légal à l'inscription des étudiants. Comme vous pouvez voir ici, éventuellement, la source est différente. Là, c'est une source BAPI parce qu'on a aussi nos propres données de cheminement et de cohorte. Je vais vous présenter ces données-là par la suite. Nous avons la base d'admission de l'ensemble des étudiants nouvellement inscrits. Donc, est-ce qu'ils viennent du collégial, du milieu universitaire, etc. Toutes ces données-là sont des données existantes à l'université, mais un rapport comme celui-ci permet vraiment de regrouper toutes ces données au sein d'un même document. La cote R collégiale de l'étudiant lorsqu'il entre au programme. Donc, nous, on s'est permis de marquer les quarts types aussi, puis donc la cote R moyenne. Le pays du dernier établissement déclaré par les étudiants nouvellement inscrits. J'ai entendu un bip, mais je pense que ça va. Je suis encore présent, hein. C'est pas moi qui suis sorti, je parle pas dans le bip, très bien, parfait. Non, tout à fait. Les inscriptions totales, donc là, on a une autre source, ça vient maintenant du bureau du registraire, et ainsi de suite. Donc, on a les échecs et les abandons dans les cours obligatoires. Je ne rentre pas vraiment dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Alors ça, je ne suis pas certain que ça soit très pertinent, mais ça peut l'être. Alors, je me suis permis quand même de l'indiquer. On a aussi une autre source de données, c'est le ministère qui nous fournit la liste de tous les nouveaux inscrits et même éventuellement anciennement inscrits pour tous les programmes des établissements québécois. Donc, on crée c'est comme des genres un petit peu pour être un peu trivial, de parts de marché. Là, ça nous permet de nous comparer avec d'autres programmes. On a aussi donc les diplômes décernés. Donc là, une source qui va être différente, qui va venir de la diplomation. Encore une fois, là, on met des comparaisons avec d'autres programmes universitaires. Et alors, ça, c'est un élément qui, je pense, est important et peut être particulièrement peut-être utile pour vous. C'est ce qu'on appelle le cheminement étudiant. Donc, on suit des cohortes d'étudiants et on regarde après 1 an, après 2 ans, 3 ans, ou alors d'autres périodes, quelle va être l'évolution de cette cohorte-là. Donc, quel est le pourcentage d'étudiants qui sont en persévérance, en transfert ou en abandon. Bon, alors là, c'est un peu vide, mais j'étais obligé un peu de cacher ça. Mais on a aussi le programme de l'université dans lequel nos étudiants vont s'être inscrits à la suite d'un transfert. Et puis là, ensuite, bon, pour ce qui est du cheminement, on peut éventuellement, si nécessaire, se comparer avec d'autres groupes. C'est-à-dire que là, on peut éventuellement imaginer se comparer, je sais pas, avec les sciences de la santé fondamentale, etc. Donc voilà, ça c'est, je vais très vite, mais ça c'est le rapport un peu type que je suis en mesure de produire. Naturellement, il peut vraiment changer, mais on a quand même cette structure de rapport-là. Donc, il pourrait être très facile et très rapide pour moi s'il y a une demande pour un programme. On pourrait imaginer que vous puissiez dire, nous, on est intéressé par telle page, pas d'autres pages. Je pourrais produire un rapport assez facilement pour vous. S'il y a d'autres besoins, naturellement, vous pouvez, puis je pense que mon adresse courriel est associée à cette réunion. Il n'y a aucun problème pour me contacter pour voir est-ce qu'on serait en mesure justement de vous fournir d'autres informations. Je pensais aux ressources humaines, on a des données de financement, on a beaucoup d'informations à l'université, au BAPI, excusez-moi. Alors, je n'ai pas regardé combien de temps, je pense que je suis encore en dessous des 10 minutes, mais j'ai... Oui, il reste une petite minute. Une petite minute, alors ça va, c'est très bien. Alors, je vais juste... donc, on n'a pas discuté vraiment du processus. Moi, ça me semble vraiment pertinent si vous voulez me contacter directement pour m'exposer vos éventuels besoins. Ensuite, je pourrais faire le lien vis-à-vis de mes autres collègues du BAPI. Ça pourrait être une bonne manière de fonctionner, mais il y a aussi la possibilité de passer par le BPQ. Ça, je ne vois pas de problème avec ça. Pour les 30 secondes maintenant qui va me rester, je ne veux pas du tout empiéter sur le travail de mes collègues du BPQ au niveau des sondages. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on a aussi, nous, on participe à des sondages institutionnels. On a des données de sondage auprès des étudiants de premier cycle dans le cadre d'une enquête qui s'appelle NECI, auprès des étudiants de cycle supérieur dans le cadre d'une enquête qui s'appelle CGPSS. On a donc des données, et puis c'est des données, on peut avoir des données longitudinales. On a aussi accès à des données d'une enquête réalisée par le ministère de l'Éducation
et de l'enseignement supérieur, si je ne me trompe pas, de sigle. C'est l'enquête Relance et c'est une enquête avec des très bons taux de réponse où les étudiants diplômés sont interrogés 2 ans après leur diplomation et on leur demande qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont un emploi? Est-ce que l'emploi est relié avec leurs études? Quel est leur salaire, etc. Ou est-ce qu'ils sont encore aux études? Et c'est une information qu'on peut avoir par programme, donc qui pourrait éventuellement être pertinente. Donc, je suis dans mes 10 minutes, donc je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Maxime. Donc, on a du temps pour des questions. Vous pouvez lever la main. Je vois qu'il y a déjà une question sur le chat de quelqu'un qui s'appelle Madame ou Monsieur Boyer, mais il y a une main qui vient de se lever. Là, je cherche, c'est la main de qui? Je vois une main levée, mais je ne vois pas à qui. Laura, viens à mon secours. Je pense que c'est Monsieur Monsieur Deligne. Deligne, oui, que je vois apparaître. Merci, Laura. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais si vous aviez des données par rapport aux minorités visibles et invisibles des données, parce que tous les programmes ont des défis de représentation sociale, de mission sociale, de diversité en termes de la société qu'on forme et de nos étudiants, donc le représentant de la société. Moi, je suis à la faculté de médecine, puis c'est des normes, je ne vais pas dire nouvelles, mais dont ils mettent de plus en plus l'accent là-dessus. Et est-ce qu'au niveau de l'université, vous avez ce genre de données-là au niveau du rectorat? Alors, on a fait, je pense que c'est assez nouveau, ce genre de questionnement, je ne sais pas, mais le fait d'interroger les étudiants à ce sujet-là. On a réalisé une enquête au trimestre dernier, mais auprès d'un échantillon d'étudiants. Donc, un échantillon de 10 000 étudiants a été interrogé, puis je pense qu'on avait environ 3 000 réponses, ce qui fait que je ne sais pas si on est en mesure, tout dépend des programmes. Pour certains gros programmes, enfin, programmes avec un certain nombre d'étudiants, on sera en mesure de sortir ces données-là. Mais tout dépend, il faut vraiment regarder par programme. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête CGPSS, donc l'enquête auprès des, mais là c'est des cycles supérieurs, mais ça vous donne une idée un peu du cheminement. Là, nous, on est en train de retravailler tout le questionnaire justement pour poser des questions qui soient vraiment EDI, comme on dit. Mais actuellement, je dirais qu'on n'a pas de données parce qu'on n'a pas de données liées au dossier de l'étudiant et c'est tout un enjeu de savoir est-ce qu'on peut poser ces questions-là et ensuite les associer au dossier de l'étudiant. Puis je suis vraiment pas en mesure de vous répondre à ce sujet-là. Donc un sondage, on en a fait un, il y en aura peut-être d'autres à plus grande échelle, mais on est en train de travailler là-dessus. Donc actuellement non, mais à l'avenir probablement. Et parce qu'au niveau professoral, on nous pose la question de savoir si on s'associe à une minorité visible ou invisible. Donc on a ces questions-là à titre de professeur, mais je me demandais si les étudiants aussi avaient cette question. Pas pour le moment à ma connaissance. En tout cas, c'est plus au niveau de l'admission, du service de l'admission qu'il serait en mesure de vous répondre, mais pas à ma connaissance. Si je peux donner un complément de réponse, il y a actuellement un projet institutionnel parce qu'il y a un plan d'action institutionnel sur équité, diversité, inclusion. Et dans le cadre de ce projet-là, il y a l'identification de marqueurs parce que, bon, pour être capable justement d'identifier la proportion de personnes qui présentent certaines caractéristiques, on a besoin de marqueurs. Une fois que ces marqueurs-là vont être identifiés, la prochaine question, c'est comment on recueille l'information et où on la protège aussi pour les étudiants, comme on le fait chez les professeurs, et comment on va pouvoir ensuite la rendre accessible. Mais il y a effectivement un projet pour procéder autrement que par sondage, pour être capable de savoir dans chaque programme quelles sont les compositions et quelles sont les... Parce qu'on a des cibles à rencontrer. Mais pour être capable de rencontrer des cibles, ça nous prend des marqueurs et des données et il y a un travail qui se fait actuellement là-dessus. Et j'imagine qu'à terme, ça va revenir dans la cour du BAPI de les fournir, ces données. Il y a une question dans le chat. Combien de temps ça prend entre la demande faite par un programme et la production du rapport? Je remercie la personne qui a dit qu'ils sont super rapides. Je ne sais pas si je pourrais... C'est Natacha Trudeau qui a dit ça. Me permettre de répondre ça. En gros, comme le modèle que je vous ai présenté, le gros avantage de ce modèle-là de rapport, c'est que toutes les données pour tous les programmes de l'université sont existantes. Donc, il me suffit de cliquer de choisir, de sélectionner le rapport pour générer le rapport. Donc, ça prend
quelques minutes, un temps quand même de relecture. Je ne veux pas vous dire que quand vous faites la demande, vous l'aurez en quelques minutes parce qu'il y a toujours beaucoup de priorités institutionnelles, mais oui, ça va vite. Ça va vraiment vite. Si on a besoin de créer de nouveaux indicateurs, je ne sais pas pourquoi j'ai les ressources humaines en tête en permanence, mais si on a besoin de créer ces indicateurs, c'est sûr que ça va demander un petit peu plus de temps parce qu'il faut le temps de la réflexion pour nous assurer de répondre au mieux à vos besoins. Mais globalement, oui, vous pouvez considérer que ça va vite avec ce modèle-là. Et ce sur quoi on travaille pour l'avenir sera encore probablement plus rapide. Et si je peux me permettre, avant de donner la parole à Sylvie Nadeau qui a une question, on est aussi en mesure, d'une certaine façon, de produire des données comparatives avec les programmes comparables du U15. Donc, ça aussi, ça peut être, donc c'est les 15 plus grandes universités de recherche du Canada. Donc, il y a moyen de comparer. Et là, il faut revenir vers vous, les programmes, pour identifier précisément à l'intérieur du U15 les programmes qui correspondent aux vôtres, pour être capable de comparer les stats de vos programmes avec les stats équivalentes en provenance du U15. Oui, c'est un très bon point. Et c'est vrai parce qu'on participe à ce groupe d'échange de données avec nos collègues du U15, donc on a toutes ces données-là. L'enjeu dans ce cadre-là, c'est de trouver les bons programmes avec lesquels nous comparer. Nous, au BAPI, nous ne sommes pas des spécialistes des contenus et des programmes, donc on a toujours besoin d'un petit peu d'aide pour nous aider. On a les sigles et les noms de programmes, mais c'est pas toujours évident pour nous de savoir si les données sont comparables. Et donc, avec un petit peu d'accompagnement, on est vraiment en mesure de créer ces données-là. C'est notre prochain grand objectif là, pour la prochaine année. On va prendre la question de Sylvie, puis ensuite, ce sera le temps de la pause. Alors, Sylvie, la parole est à toi. Oui, merci de me permettre de poser la question. Je me demandais la validité des données que vous fournissez, parce qu'on a déjà eu des problèmes avec des sondages ou des types de résumés ou de résultats de ce type-là, mais les données étaient injustes, incorrectes. Alors, comment on s'assure, comment vous faites la validation de ces données-là? Alors, la validation de données de sondage, comme pour les admissions, par exemple. Ah, donc on ne parle pas de sondage, on parle des données vraiment. Parce qu'un sondage, bon, nous, on se base sur la déclaration de la personne qui répond à l'enquête. C'est ça. Mais comme les données d'admission, c'est les données comme vous disiez, là, ceux qui restent dans les programmes, les transitions et ainsi de suite. C'est sûr que nous, et moi, dans le cadre de cette tâche-là, moi, ce que je fais, c'est que j'extrais des données, je les regroupe et je les présente d'une manière à ce que ça soit le plus facilement lisible possible. Je ne suis pas responsable c'est un grand mot, mais ce ne sont pas des données qui appartiennent au BAPI, elles appartiennent à chacune des structures. On a plusieurs entrepôts de données. Il est possible qu'il y ait des erreurs pour beaucoup de raisons différentes. Il peut aussi y avoir, je ne veux pas du tout me dédouaner, il peut aussi y avoir des erreurs qui viendraient du BAPI aussi, ou de moi quand je crée le rapport, etc. On a un processus de validation. Ce que je peux dire, c'est que le processus d'extraction, de production des données, il n'y a pas d'erreur dedans. Il y a toujours une erreur humaine qui peut malheureusement, et puis j'en suis souvent responsable, là, qui peut s'intégrer un peu dans ce processus-là. Normalement, c'est sûr que quand je produis un rapport, je le fais valider, je le valide moi-même, je le fais valider par une autre personne. Quand je le transfère à mes collègues du BPQ, eux en font obligatoirement une lecture. Il arrive parfois. Il y a aussi des incohérences dans certains. En fait, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de facteurs qui peuvent créer ces erreurs-là, parce que ça peut venir du moment où la donnée est inscrite dans les entrepôts de données, ça peut venir du moment où elle est extraite. Donc, on a ce processus de validation à l'interne, mais je pense que globalement, le pourcentage d'erreurs est quand même très faible, même si j'avoue que c'est vraiment pas très agréable si jamais on en trouve une. Bien, merci pour la question, merci pour la réponse. On va s'arrêter ici. Alors, merci à Maxime, merci